réalité, non. Et tu sais quoi? La réalité, c'est ce qu'a dit Poutine, qui a tellement choqué les belles âmes d'Occident. L'assassinat d'Anna Politkovskaya et le raffut qu'on fait autour causent beaucoup plus de tort au Kremlin que les articles qu'elle écrivait de son vivant dans son journal que personne ne lisait. J'écoutais Pavel et ses amis dans les beaux appartements que les gens comme eux louent à prix d'or au centre de Moscou, défendre le pouvoir en disant que, premièrement, les choses pourraient être 1000 fois pires, deuxièmement, que les Russes sont contentes. Alors au nom de quoi leur faire la leçon? Mais j'écoutais aussi des femmes tristes et usées qui, à longueur de journée, me racontaient des histoires d'enlèvement, la nuit, dans des voitures sans plaque d'immatriculation, de soldats torturés non par l'ennemi mais par leurs supérieurs, et surtout de déni de justice. C'est ça qui revenait sans cesse. Que la police ou l'armée soit corrompue, c'est dans l'ordre des choses. Que la vie humaine ait peu de prix, c'est dans la tradition russe. Mais l'arrogance et la brutalité des représentants du pouvoir, quand de simples citoyens se risquaient à leur demander des comptes, la certitude qu'ils avaient de leur impunité, voilà ce que ne supportaient ni les mères de soldats, ni celles des enfants massacrés à l'école de Beslan au Caucase, ni les proches des victimes du théâtre de la Dubrovka. Rappelez-vous, c'était en octobre 2002. Toutes les télévisions du monde n'ont montré que cela pendant 3 jours. Les terroristes tchétchènes avaient pris tout le public du théâtre en otage pendant la représentation d'une comédie musicale appelée Nord-Ost. Les forces spéciales, excluant toute négociation, ont résolu le problème en gazant, avec les preneurs d'otages, les otages eux-mêmes. Fermeté dont le président Poutine les a chaleureusement félicités. Le nombre des victimes civiles est discuté, il tourne autour de 150, et leurs proches sont considérés comme des complices des terroristes quand ils demandent si on n'aurait pas pu essayer de s'y prendre autrement et les traiter, eux et leur deuil, avec un peu moins de négligence. Chaque année depuis, ils se réunissent pour une cérémonie de commémoration que la police n'ose pas carrément interdire, mais surveille comme un rassemblement séditieux, ce que c'est de fait devenu. J'y suis allé. Il y avait 200-300 personnes, je dirais, sur la place devant le théâtre, et autour d'elle autant d'hommes, qui sont l'équivalent russe de nos CRS, comme eux, munis de casques, de boucliers et de lourdes matraques. Il s'est mis à pleuvoir. Des parapluies s'ouvraient au-dessus des bougies qui, avec leurs collerettes en papier pour protéger les doigts de la cire brûlante, m'ont rappelé les offices orthodoxes auxquels on m'emmenait à Pâques quand j'étais petit. Des pancartes remplaçaient les icônes avec les photos et les noms des morts. Les gens qui portaient ces pancartes et ces bougies étaient des orphelins, des veufs et des veuves, des parents qui avaient perdu un enfant. C'est pourquoi il n'existe pas davantage de mots en russe qu'en français. Aucun représentant de l'État n'était venu, comme l'a souligné avec une colère froide un représentant des familles qui a prononcé quelques mots, les seuls de toute la cérémonie. Pas de discours, pas de slogan, pas de chant. On se contentait de rester debout, en silence, sa bougie à la main, ou de parler bas par petits groupes entre les remparts d'Omon qui avaient bouclé le périmètre. En regardant autour de moi, j'ai reconnu plusieurs visages. Outre les familles endeuillées, il y avait là le banc et l'arrière-banc de ce petit monde d'opposants dont je faisais depuis une semaine le tour, et j'ai échangé avec eux quelques signes de tête empreints d'une convenable affliction. Tout en haut des marches, devant les portes fermées du théâtre, une silhouette me semblait vaguement familière, mais je ne parvenais pas à l'identifier. C'était un homme vêtu d'un manteau noir, tenant comme les autres une bougie, entouré de plusieurs personnes avec qui il parlait à mi-voix. Au centre d'un cercle dominant la foule en retrait, mais attirant le regard, il donnait une impression d'importance, et j'ai bizarrement pensé à un chef de gang assistant avec sa garde rapprochée à l'enterrement d'un de ses hommes. Je ne le voyais qu'en profil perdu, du col relevé de son manteau dépassait une barbiche. Une femme, qui à côté de moi l'avait repéré aussi, a dit à sa voisine « Édouard est là, c'est bien ». Il a tourné la tête comme si, malgré la distance, il l'avait entendu. La flamme de la bougie a creusé les traits de son visage. J'ai reconnu Limonov. Depuis combien de temps n'avais-je pas pensé à lui? Je l'avais connu au début des années 80, quand il s'était installé à Paris, auréolé par le succès de son roman à scandale « Le poète russe préfère les grands nègres ». Il y racontait la vie misérable et superbe qu'il avait menée à New York après avoir émigré d'Union soviétique.
Petit boulot, survie au jour le jour dans un hôtel sordide. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.